Incroyable, Mystérieux, fou. extraordinaire. Dans Mystique moderne, vous découvrirez les récits intimes de femmes et d'hommes qui ont vécu des expériences mystiques que rien ne les préparait à vivre. Vous entendrez des expériences qui dépassent les limites de l'entendement et découvrirez des capacités extrasensorielles dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Il n'y a pas deux expériences mystiques qui se ressemblent, mais ce qu'elles ont toutes en commun, c'est qu'elles restent souvent passées sous silence, cachées, secrètes, de peur d'être taxées de folie, de ne pas être compris. Et puis, il y a toutes les questions que l'on se pose. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'en fais ? Au travers de ces récits intimes, nous espérons que certains et certaines d'entre vous se sentiront moins seuls Que les certitudes d'autres se transformeront en possibilités nouvelles. et que tous et toutes ensemble, nous élèverons encore un peu plus nos consciences. Aujourd'hui, nous recevons à notre micro une divine jeune femme, harpiste et thérapeute de profession. Depuis toute petite, Angèle est en quête de sens et de vérité. Avec elle, nous avons parlé de psychogénéalogie, de reconnaissance, d'expériences transcendantes et de reliance surtout. Un témoignage rempli de lumière, de sagesse et de grâce. Bonjour Angèle. Bonjour. Bonjour Angèle. Quel prénom ? Sacré prénom, ouais. Sacré prénom. Est-ce que tu crois aux anges, Angèle ? Oui. Ouais. Est-ce que tu crois aux anges terrestres ? Je crois qu'on est des humains et que j'ai fait la paix avec ça aussi parce que mon prénom m'a emmené à vouloir vivre dans un monde qui n'était pas forcément le mien. Donc tout dépend ce qu'on entend par ange terrestre en fait. Mais en tout cas, j'ai fait la paix avec le fait d'être humaine. Et qu'est-ce que tu veux dire par ça, t'avait emmené dans un monde qui n'était pas le tien ? Bon, dans le sens où je pense que quand il y a un refus d'incarnation réelle, à croire qu'en fait on n'a pas notre place ici, qu'on ne se sent pas en phase avec les autres humains, c'est peut-être plus un refus de percevoir quelque chose qui est douloureux pour nous qu'une réelle identité différente dans les plans métaphysiques. Donc là, on est à peu près à la moitié du podcast. Donc on va revenir un tout petit peu en arrière. Est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es, Angèle ? Oui. Alors, du coup, je m'appelle Angèle François, j'ai 21 ans aujourd'hui. Je pourrais me qualifier de personne très sensible, de chercheuse de sens, de chercheuse de vérité depuis toujours. C'est quelque chose qui m'anime vraiment, qui m'a conduit donc aujourd'hui à être harpiste, parce que la musique a toujours eu ce sens pour moi très profond de parler au-delà des mots. Et puis en parallèle, je commence mon activité de thérapeute qui me tient vraiment à cœur et dans lequel j'ai un chemin immense encore à parcourir et que j'adore. Et l'idée d'aller parcourir ce chemin m'est vraiment très agréable aujourd'hui. Après, qui je suis quelqu'un qui est passionné par la psychologie, par la philosophie, par les sciences humaines, par la spiritualité, par le développement personnel et puis par toutes les sciences en fait. Quand on parle de physique quantique, quand on parle de sciences de la vie et de la Terre, quand on parle d'astrologie, d'astronomie, c'est aujourd'hui pour moi des champs qui sont d'une richesse inouïe pour aller découvrir toutes les petites subtilités de ce monde. Donc voilà comment je me définirais de manière très générale. Après, j'aime aussi le fait qu'on a des étiquettes pour nous définir et c'est super, mais que plus on est capable de s'affranchir de notre histoire passée et de tous ces petits mots qui vont venir un peu scléroser notre identité, plus on a la capacité d'être en mouvement face à nous-mêmes et cette capacité de se réinventer. Est-ce que tu peux dire ce que tu fais en tant que thérapeute ? Parce que tu vois, ce mot-là, il peut englober Oui. plein de choses. Moi, je te connais, donc je sais et j'ai envie que tu racontes un peu ce que tu fais. En tant que thérapeute, aujourd'hui, je fais du soin par le son, à travers des compositions qui sont personnalisées à l'histoire de la personne. Aujourd'hui, là où j'en suis, donc j'ai créé une entreprise qui s'appelle La Mélodie d'une vie
et où je compose avec la harpe pour les femmes enceintes, beaucoup, quand elles attendent un bébé, donc l'histoire de leur vie et surtout de l'avènement, de la naissance, de comment ce processus s'est mis en place, de quel enfant les parents attendent, etc. Et puis plus récemment pour les personnes en fin de vie qui souhaitent raconter leur histoire et en fait qui veulent le raconter à travers une musique qui les définit. Donc aussi, cette musique-là, pour moi, elle a vraiment vocation à faire le pont entre la naissance, la vie, la mort. Voilà, il y a ça dans mon métier de thérapeute. Et puis après, il y a la psychogénéalogie qui est plus récente dans ma vie, qui est une approche qui m'a, moi, énormément parlé dans mon parcours, dans mon développement personnel, pour comprendre mieux mon histoire et pour pouvoir justement m'en détacher, pour devenir plus libre, en fait, de ce que je suis tout simplement. Et qu'aujourd'hui, je commence à pratiquer dans mon cabinet, doucement mais sûrement. Et puis voilà, puis après, toutes les pratiques un peu plus psychocorporelles, notamment à travers du décodage biologique, la psychosomatisation, le massage, parce que étant quelqu'un qui est beaucoup aussi moi dans le mental, j'en perçois les limites à travers l'histoire qu'on peut se raconter, à travers l'histoire qu'on peut raconter aux autres. Et donc de revenir à une approche plus corporelle, à pouvoir toucher l'autre, à lui demander comment il se ressent vraiment dans ses émotions, je trouve que c'est un canal juste énorme, quoi. Comment, à 21 ans, tu as déjà fait tout ça ? Moi, je suis impressionnée. Je t'écoute, je me dis waouh. Comment ? Faudrait reprendre depuis le début, je pense, depuis le début de l'histoire. Après, je pense que c'est quand il y a quelque chose qui est tellement ancré en nous. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je dis que je cherche du sens et je cherche une vérité. Je pèse mes mots, c'est-à-dire que ça a été vraiment la quête de ma vie depuis que je suis toute petite. Quand je suis née, alors ça c'est ma mère qui me le raconte, elle me disait mais tu savais à peine parler, que tu posais des questions sur la mort en permanence, que tu cherchais du sens à tout. Alors tous les enfants ont cette curiosité naturelle qui vient les animer dès l'âge de 3-4 ans on va dire. Mais c'est vrai que moi ça m'a jamais lâchée et en plus étant extrêmement sensible, ayant énormément d'angoisse jusqu'à très très tard par la peur de mourir, il a fallu un moment pour ma propre survie je pense, à les donner du sens et à les donner de la solidité à ce que je percevais. C'est-à-dire qu'au-delà de chercher du sens et de chercher un espoir, que ce soit dans la foi, la spiritualité, les autres, il a fallu vraiment que je puisse m'appuyer sur ces bases pour me dire ça ne changera jamais. Et je suis encore sur cette quête en réalité, j'ai pas trouvé le fond du fond, mais à travers toutes mes expériences, je suis allée chercher dans plein de sujets différents tout ce qui pouvait se lier et former une vérité qui commençait, moi, à m'apparaître comme quelque chose de solide. Est-ce que tu peux, on va revenir un tout petit peu, parce que tu as parlé de psychogénéalogie, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est. Est-ce que tu peux juste un petit peu expliquer ce que c'est ? Et en quoi, toi, est-ce que tu y trouves justement de sens ? La psychogénéalogie, comme son nom l'indique, il y a deux sphères, c'est-à-dire qu'il y a le côté de la généalogie. Donc on va aller chercher son histoire à travers l'arbre familial en remettant les individus, etc. Mais on va construire plus que ça, on va construire un génosociogramme, c'est-à-dire un arbre dans lequel on va aussi mettre en lumière les relations qu'avaient nos ancêtres, leur vécu, leur histoire psychologique, leur traumatisme, leur date de naissance, et on va aller vraiment créer tout un égrégore autour de ce qu'est l'arbre, et en fait ça devient une entité vibrante. C'est ça qui est incroyable à travers la psychogénéalogie, c'est que quand on se retrouve face à notre arbre ou face aux arbres des personnes qui travaillent, on se rend compte que c'est moi je trouve ça absolument magnifique quand ça se passe, ça devient une entité vibrante qui vient nous raconter une histoire extrêmement forte. Donc la psychogénéalogie, c'est... Et qui nous apporte des clés de compréhension sur qui nous sommes, c'est ça ? Des clés de compréhension sur ce qui se joue aussi dans notre famille, des deux côtés, parce que c'est incroyable comme le père et la mère, quand ils se rencontrent et qu'ils tombent amoureux, tu pourrais te dire, ils ont des histoires très différentes, mais en fait déjà, eux, ils viennent de réparer des choses de leurs ancêtres. Et donc ça apporte effectivement une clé de compréhension sur ce qui a pu se jouer en termes de blessures, en termes de transmission, mais aussi en termes d'héritage, c'est-à-dire qu'on va beaucoup voir effectivement ce qui a été difficile, ce qui a été douloureux, ce que nos parents ont pu vivre et du coup nous faire vivre. Donc déjà on apprend à faire la paix avec tout ça en rétablissant un sens, en rétablissant une cohérence et en rétablissant sa propre responsabilité là-dedans. C'est-à-dire que quand on comprend que nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient à ce moment-là,
sans rentrer dans un truc où c'est la faute de personne. Bien sûr qu'il y a des erreurs qui sont commises et qu'il y a des choses qu'on peut remettre en question totalement. Mais en fait, en reprenant la responsabilité de ce qui nous arrive, de ce qui est, et en comprenant que maintenant on est la seule personne à pouvoir faire les choses autrement et à donner un autre sens à notre histoire, enfin là c'est magique, c'est là où on arrive à s'émanciper de cet arbre qu'on a compris. Mais avant de pouvoir sortir de quelque chose, il faut pouvoir entrer dedans, pleinement le comprendre, et après, hop, on peut s'en défaire. Donc pour moi, c'est ça le grand avantage de la psychogénéalogie, c'est qu'on redonne du sens, mais pas non seulement à notre histoire, et on voit qu'en fait les choses se transmettent depuis tellement longtemps, qu'il y a l'épigénétique qui rentre en compte, qu'il y a l'inconscient collectif, qu'il y a l'inconscient universel, il y a l'inconscient aussi culturel, ce qu'on appelle l'inconscient social, c'est-à-dire que l'endroit où on est, bien sûr que ça va avoir un impact. Donc quand on a des expatriés par exemple, des gens qui doivent fuir leur pays, il y a une blessure qui se crée. Est-ce que tu dirais que de faire son arbre et travailler ce transgénérationnel, est-ce que tu dirais que c'est une expérience mystique pour les personnes qui viennent te voir ou pour toi-même quand tu as fait ton arbre? Alors juste peut-être pour répondre, quel est le sens que tu donnes au mot mystique? C'est toi qui vas donner ton sens. Ok. Donc peut-être tu peux définir ce que c'est que le mystique pour toi. C'est une bonne question parce que c'est quelque chose qui est très vaste et je ne sais pas si je saurais le mettre en mots. Mais pour répondre à ta question, je pense que c'est une expérience mystique dans le sens où il y a quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas expliquer. C'est ça que je mettrais sur le mot mystique. En fait, c'est que ça appartient à un autre ordre, une autre dimension, qu'on est capable de côtoyer, qu'on est capable de ressentir, dont on est capable de comprendre certains codes, mais qui a on va dire, une origine métaphysique qui est propre à chacun. Donc soit on va la placer dans le fait que Dieu existe, soit on va le placer dans le fait que notre inconscient et notre psyché ils peuvent être tellement plus vastes que ce qu'on croit, que ça vient effectivement faire des liens entre toutes choses qu'on ne soupçonne pas. On peut le poser sur encore une autre croyance de type animiste, qu'il y a des esprits, qu'il y a ce genre de choses. Donc oui, pour moi, c'est une expérience mystique parce que il y a effectivement beaucoup de psychologie, de sociologie à travers cette pratique. Mais derrière ça, il y a effectivement beaucoup de subtil qui se met en place. Il y a, quand on fait des psychophanies, c'est-à-dire qu'on parle d'inconscient à inconscient avec la personne en question. Par exemple, si elle a des ancêtres qui ne sont plus des mémoires vivantes, qu'on ne peut plus interroger, qu'il y a des trous ou que les personnes ne racontent pas des histoires différentes, pour rétablir du sens, on va pouvoir aller interroger l'inconscient inconscient. Donc à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle des psychophanies. Là, pour moi, c'est de l'ordre du mystique. C'est-à-dire que comment on va expliquer le fait qu'on capte des informations qui ne sont même pas de notre histoire, c'est assez impressionnant ce qui se passe et c'est d'une justesse absolument remarquable. Est-ce que tu penses qu'on a tous et toutes choisi la famille dans laquelle on s'est incarné? Oui, j'en ai l'intime conviction honnêtement. Plus ça va, plus moi j'ai cette conviction-là, sans pouvoir forcément expliquer l'origine de toute chose, même si chacun a ses propres théories. Mais oui, je crois vraiment qu'on choisit la famille dans laquelle on vient. Et puis en fait, c'est des résonances incroyables parce que de toute façon, quand on se dit qu'on a habité dans le ventre de notre propre maman, qu'on a vécu en elle, c'est normal qu'après on sache capter tout ce qui fait partie intrinsèquement de son histoire, de sa vie, de ses cellules, toutes ses émotions. C'est juste incroyable. Et donc de son père aussi, puisque on est quand même issu aussi de notre père. Donc oui, je pense qu'on choisit la famille dans laquelle on vient. Est-ce que tu penses qu'on l'a choisi pour guérir quelque chose de notre âme? Je pense que la vie est une forme de jeu de rôle. De jeu de rôle. De jeu de rôle peut-être parfois aussi. Dans lequel on vient tous se faire des échos. Et la famille, effectivement, peut l'être. Mais des fois, je crois qu'on rencontre aussi des amitiés dans lesquelles c'est pareil. Ce qui se passe, c'est qu'on vient se guérir nous-mêmes. On vient s'appuyer sur des choses importantes. Et la famille a ça, en fait, on le rencontre depuis tout petit. C'est ça qui va faire notre élévation, notre émancipation. C'est l'endroit par lequel on passe pour devenir un être unique. Donc effectivement, je pense qu'il y a des résonances absolument incroyables et que ces enfants ont tellement la capacité de comprendre la psyché inconsciente de leurs parents qu'à un moment, le parent, si derrière il veut pouvoir avoir un lien fort avec son enfant et lui-même évoluer, il faut qu'il accepte de guérir certaines parts en lui pour être totalement cohérent, pour que l'enfant lui-même puisse s'émanciper. Il y a un livre qui m'a beaucoup plu de Bruno Clavier qui s'appelle « Ces enfants qui veulent guérir leurs parents ». Et moi-même, je crois, ayant été dans ce schéma très fort en voyant mes parents,
en voulant remettre du sens dans ce que pouvait être leur histoire. Je me suis mis dans cette dynamique à essayer de tout comprendre chez eux, à vouloir guérir absolument quelque chose. Donc oui, je crois que, en tout cas du point de vue de l'âme, on vient se guérir entre nous en se faisant des effets miroirs en fait, en permanence. Du coup, est-ce que tu veux bien nous raconter de façon peut-être un petit peu plus précise ton histoire? Pourquoi est-ce que ce livre t'a particulièrement touché? Qu'est-ce que tu penses que tu es venu guérir chez tes parents? Je pense déjà, juste maintenant, je suis sortie un peu de ce truc-là de vouloir absolument guérir mes parents. Parce que j'ai compris que aide-toi toi-même et le monde t'aidera. Enfin, c'est vraiment ça. C'est déjà, moi, c'était une perte de temps et d'énergie énorme. Et puis, il y a des choses que je ne sais pas sur mes parents. C'est aussi ça, parce que nous, on met tout ce qu'on veut. On se dit, mais c'est facile, vas-y, regarde, avance. Regarde où elle est ta faille. Mais en fait, c'est pas si simple que ça pour le parent, je crois, qui a une vie avant nous, en fait, qui a une histoire et qui aussi. ne sait peut-être pas tout aussi de sa propre histoire. Exactement. Donc, il y a plein de choses. Après, moi, je sais que ce qui m'a personnellement bloquée dans mon histoire, c'est de percevoir chez mes parents une forme de détresse et de voir qu'ils n'avaient pas les réponses en fait que je cherchais tant. C'est plus ça qui, moi, dans mon développement personnel, m'a beaucoup conduit à me sentir assez seule, assez livrée à moi-même face à toutes mes questions, face à toutes mes angoisses, face à toutes mes inquiétudes. Ça a été des parents extrêmement aimants, j'ai pas eu de traumatisme énorme avec mes parents, etc. Ça a plus été dans... Ok, est-ce que vous pouvez être mes référents? Est-ce que vous pouvez être mes guides? Et moi, mes parents m'ont eu très jeune, donc déjà, quand ils avaient 19 ans, ils n'avaient pas forcément le même recul sur la vie, la même expérience pour m'apporter du matériel pour que moi je me construise. Donc ils découvraient un peu tout dans le même moment. Donc moi, ce que je suis venue, en tout cas, guérir avec mes parents, c'est cette capacité d'autonomisation aussi à se dire que les parents peuvent être des guides, mais qu'ils sont aussi des êtres humains qui ne sont pas des dieux, en fait, qui n'ont pas toutes les réponses et que c'est beau aussi comme ça. Quand j'étais enceinte, qui était à l'âge de 40 ans, ce qui me faisait le plus peur, j'ai demandé à Odile de m'accompagner pendant ces 9 mois de grossesse. Et elle m'a dit cette phrase qui m'a marquée profondément. Elle m'a dit: on pense que ce sont les parents qui élèvent les enfants, mais la vérité peut-être que ce sont les enfants qui élèvent, dans le sens d'élévation spirituelle, ce sont les enfants qui élèvent leurs parents. Ouais, je crois aussi. Je crois aussi que ces petites âmes très, très clairvoyantes, très conscientes de toutes choses viennent apporter beaucoup plus que ce qu'on croit. Et moi, pour le coup, ça a été une blessure immense quand j'étais enfant. Qu'on me dise tu n'es qu'une enfant, tu ne sais rien en fait. Et ça, je l'ai entendu un nombre de fois assez fort. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a poussée, moi, à devenir plus vite grande, plus vite adulte, on va dire, et à vouloir tracer mon propre chemin là-dedans. Parce que j'avais besoin de prouver au monde que je savais, d'une part, et puis j'avais besoin de me rendre compte que en fait ce que je ressentais intérieurement et la vérité que je construisais intérieurement depuis que j'étais toute petite avait de la valeur, avait de la justesse. Et ça a été un long parcours pour pouvoir le retrouver sans attendre l'approbation de l'autre pour me dire mais si, je peux te reconnaître. C'est pas parce que t'es enfant, c'est pas parce que t'es petite que tu ne sais pas les choses. Et je suis vraiment encore sur ce chemin. Il n'y a pas tout qui est réglé là-dessus, mais voilà. Alors comment as-tu trouvé tes guides? Tu vois, si tes parents n'étaient pas exactement les guides que tu attendais, ou en tout cas ils ont fait sûrement une partie du travail, comment est-ce que tu t'es mis en quête de tes guides? C'est une question intéressante parce que récemment on m'a demandé quelles avaient été mes inspirations, quels avaient été mes modèles. Et en fait, je n'ai pas su répondre parce que je pense qu'ils sont arrivés très très tard dans ma vie. Il y a eu une rencontre marquante quand j'avais 14 ans. À l'époque, j'ai fait donc la régie son-lumière de conférenciers qui passaient aux académies de la santé naturelle. Donc c'était des personnes qui étaient assez connues, assez calées dans leur domaine, puis qui parlaient de bien-être, mais aussi de bien-être holistique. Et moi, j'étais juste là pour appuyer sur les boutons pour faire la conférence. Et là, j'ai rencontré Michel Odoul. Et cette rencontre a été très marquante pour moi parce que, et à ce moment-là, il a incarné une forme de guide, justement, pour moi. Il a, de par ses réflexions, de par sa connaissance, de par tout ce qu'il ouvrait en termes de possibilités pour moi,
je me suis dit, ah ça y est, enfin quelqu'un qui m'inspire, c'est beau. Alors après, j'ai trouvé de l'inspiration et des guides dans plein de choses à travers mes parents. Enfin, ma mère, elle avait une force incroyable, une capacité à se faire aimer des gens. Enfin voilà, elle a été très inspirante pour moi en tant que femme. Mais c'est vrai que d'un point de vue plus spirituel, de développement personnel, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué. Et où finalement, en fait, je crois que j'ai trouvé moi mon guide dans la musique. C'est-à-dire que c'était pas forcément une personne qui prenait cher et qui était un exemple pour moi, mais c'était toutes les possibilités qu'ouvrait l'art. Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais quand j'ai découvert la harpe, quand j'avais donc 5 ans, j'ai vu une harpiste qui s'appelle Lorena McKennitt, qui est une harpiste incroyable. Et en fait, j'ai eu un frisson dans mon cœur. Ce qui s'est passé, c'était transcendant. C'est là où j'ai connecté à quelque chose de transcendant, en fait. Et à chaque fois que je me suis retrouvée sur ma harpe à composer, à faire de la musique, à entendre les notes, j'avais l'impression de me connecter à quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Et c'est ces expériences-là au quotidien qui ne se sont jamais arrêtées dans ma vie, qui m'ont fait vraiment avoir une forme de foi, avoir une forme d'espoir, avoir une forme de conscience du tout et de reliance avec le reste des gens, avec le reste du monde. Est-ce que tu dirais que la harpe, par rapport à d'autres instruments de musique, elle a encore plus cette consonance mystique ? Déjà dans l'inconscient collectif, oui. C'est incroyable parce que du coup, moi, je fais de la harpe dans la rue très souvent. Donc, je mets mon prénom, donc Angèle François. Et les gens, ils me disent, ouais, le cliché, quoi. Tu t'appelles Angèle, tu fais de la harpe, c'est quoi le prochain, quoi. Et donc, oui, je pense que, en fait, c'est l'instrument que portent les anges. C'est aussi l'instrument avec lequel les anges venaient chercher les défunts. Donc, c'est ça qui est très rigolo, en fait, pour les faire passer d'un monde à un autre. Donc, oui, elle a cette image très mystique, très lyrique, très... Ouais, la harpe, c'est vraiment connoté comme ça. Après, moi, je sais que c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Quand j'en joue, quand je sens les vibrations, ça connecte à quelque chose de très haut, en fait. C'est pas comme le violoncelle, je trouve, qui va connecter, par exemple, à quelque chose de beaucoup plus profond, d'introspectif. La harpe, elle a ce truc de toucher la sensibilité directement. Et par le fait qu'elle ait plein de cordes, plein de fréquences, elle va aller du très grave au très aigu. Pour moi, elle a vraiment une portée qui est immense par rapport à d'autres instruments que j'ai pu expérimenter. Après, c'est parce que c'est un instrument qui me parle à moi aussi. Et est-ce que tu pourrais nous raconter un peu plus précisément une expérience mystique à un moment donné où tu joues, justement ? Est-ce que tu aurais quelque chose, une histoire ? Récemment, donc je compose là pour des personnes qui sont en fin de vie, qui souhaitent raconter leur histoire. Et donc récemment, on m'a contactée pour une femme qui était déjà sur un lit d'hôpital, qui était déjà en processus de fin de vie, et on m'a demandé de lui composer une musique. Cette femme, je ne l'ai jamais entendue au téléphone, je ne lui ai jamais parlé. J'ai juste eu des photos et quelques récits de sa vie, de ce qu'elle avait vécu. Mais je me suis connectée autrement à elle, en fait. Et c'est marrant parce que de ce qu'on me racontait, de ce que moi je percevais, c'était assez différent. Et j'arrêtais pas de la voir dans une église, j'arrêtais pas de la ressentir vraiment connectée à quelque chose de très grand. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 31 décembre au soir, donc le 31 décembre 2022, au lieu d'aller faire la fête avec mes copains, je suis restée chez moi pour composer cette musique parce que je sentais que c'était le moment, en fait, de le faire. Je sentais que ça serait pas le lendemain. Donc j'ai passé mon 31 soir à composer sur ma harpe. Donc tout le monde me dit mais c'est hyper morbide. Et en fait, ce qui s'est passé, je pensais que déjà à ce moment-là, j'ai senti des émotions très très fortes moi me traverser. Je la connaissais pas, hein, mais je me sentais très proche d'elle, en fait. Je sentais qu'elle était là et elle est morte à ce moment-là, en fait, au moment où j'ai composé l'histoire. Et le lendemain, j'ai enregistré directement donc en studio la composition. Et depuis que je suis petite, moi, la vie, elle est symbolisée par un fil rouge. C'est ma façon de voir le truc. Et à chaque fois qu'on faisait des exercices en théâtre, en philosophie, j'utilisais ce symbole-là pour représenter la vie. Et il y a un grand fil rouge sur ma harpe, qui est la corde du Do, qui est en bas. Et c'était une corde que j'utilise très rarement parce qu'elle est très très grave. Et pour cette composition-là, je la touchais tout le temps. Et au moment même où on a commencé l'enregistrement, la corde a cassé. Et il faut savoir que sur 15 ans depuis que j'ai ma harpe, j'ai 2 cordes qui ont cassé. Donc c'est pas un phénomène fréquent. Ces cordes-là, en plus, comme elles sont très graves, elles sont très grosses, très tendues, enfin très peu tendues, donc elles cassent beaucoup moins facilement.
Donc là, pour moi, ça relevait du mystique parce qu'on touchait directement au fil rouge de la vie qui se cassait, quoi. Et sa présence que j'ai sentie avec beaucoup de force. Et donc après, quand j'ai demandé à la famille, est-ce que si je vous parle d'église, ça vous parle, etc. Puis ils expliquaient qu'à ce moment-là, cette personne avait énormément reconnecté avec la foi en fin de vie, justement, chose qui était déjà présente chez elle depuis toute petite, mais avec laquelle elle avait beaucoup de distance. Et en fait, justement, qu'elle allait prier dans les églises. Et donc j'ai choisi le lendemain d'enregistrer la composition dans l'église. Est-ce que tu dirais que tu es passeuse d'âme quand tu fais ça? Enfin, à ce moment-là, est-ce que c'est ça qui se passe, tu dirais, ou pas? Je sais pas si je le dirais comme ça, parce que c'est peut-être pas ce que je ressens. Mais par contre, je ressens que la harpe ouvre des sphères et ouvre des portes. Ça, oui. Ça, je le sens, dans le sens où je sens qu'il y a une sensibilité qui s'accroît au moment où la harpe entre en vibration, entre en résonance. Moi, je sens pas forcément que les choses passent en moi. J'ai plus l'impression qu'elles passent dans la harpe, en fait. Comme si c'était un peu le bras armé de l'histoire. Après, même quand je joue dans la rue, c'est quand même assez fréquent que les gens s'arrêtent et qui, au-delà de trouver ça sympa qu'il y ait une harpe dans la rue, qui vivent eux des expériences assez fortes. Moi, j'ai notamment des personnes ultra sensibles, donc par exemple des autistes Asperger ou des enfants, beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes âgées aussi, donc beaucoup dans les extrêmes, qui pleurent. Alors que je fais un répertoire quand même assez pop dans la rue, enfin c'est celtique, je suis pas dans un truc très très enveloppant, très mystique justement. Et pourtant, cette harpe, elle a la faculté pour moi d'ouvrir vraiment des portes à notre propre sensibilité et à ce qui peut se loger au fond de nous. Mais c'est le pouvoir de la musique, je crois, d'une manière générale, en fait. Ça me donne envie de... Donc, tu disais que tu avais commencé la harpe à 5 ans. Est-ce que tu te souviens, je ne sais pas si c'est possible, de ce qui se passait pour toi quand tu jouais de cette harpe à 5 ans? Ou dans tes jeunes années, tu vois, avant 10 ans? Est-ce que tu avais des images en tête? Enfin, tu vois, est-ce que tu voyageais? C'est plutôt ça ma question. Est-ce que tu voyageais avec cette harpe? Oui. J'ai pas de souvenir précis de moi où je me vois sur la harpe, mais j'ai le souvenir des sensations que ça me procurait. En même temps, c'est vrai qu'en fait, la harpe, on la tient entre nos jambes, entre nos bras, c'est comme un câlin qu'on fait. C'est un instrument qui engage une proximité physique très importante. En plus, la harpe a une forme de cœur. Enfin, c'est très féminin comme énergie. Et par contre, oui, je me rappelle qu'elle m'emmenait dans des mondes imaginaires assez incroyables. C'est un instrument qui m'a beaucoup aidée dans le développement de mon imaginaire. Et il m'arrivait de rêver de la harpe et de rêver qu'au son de la harpe, en fait, c'est un rêve que je faisais très très souvent quand j'étais petite. Il y avait la harpe qui commençait et en fait je montais dans mon rêve et j'arrivais dans une sorte de cosmos, quoi. C'était tout noir mais avec plein d'étoiles, plein de formes, plein de couleurs et en fait c'est comme si j'avançais à toute vitesse là-dedans et qu'il y avait tout qui me passait dessus. C'était magique, c'était des rêves hyper forts mais j'ai l'impression qu'ils duraient 15 secondes, j'ai l'impression que pendant 15 heures j'étais au milieu des étoiles qui passaient comme ça et c'était un rêve qui était très fréquent. Et je me souviens que dans ce rêve, c'était la harpe qui était l'élément déclencheur pour... aller dans cette sphère-là que j'appelle le cosmos, ou je sais pas trop, une forme de néant, mais plein de jolies choses qui viennent. Donc voilà, et puis je sais aussi que ça a été un refuge, énormément, la harpe. Ça a été pour moi, c'était comme l'espace où je me sentais comprise, en fait, quand je jouais. Et un jour, il y a une thérapeute qui m'a dit ça, elle me dit, mais en fait, c'est quoi ton refuge ? Puis pareil, je ne savais pas lui répondre, je sais pas. Et en fait, elle me dit, mais c'est la harpe ton refuge. Et c'est vrai, quand j'étais pas bien, quand j'étais triste, j'allais tout le temps sur ma harpe. C'est-à-dire que j'allais pas pleurer dans mon lit ou quoi, j'allais sur ma harpe et je jouais. Et même encore maintenant, je le fais quand j'ai des gros coups durs. La première chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller sur un instrument, notamment sur la harpe, parfois sur d'autres, mais... Ce podcast, il s'appelle Mystique moderne. Est-ce que tu te vois comme une mystique moderne? Pareil, j'ai envie de te demander de définir. Ça serait quoi ou qui, pour toi, une mystique moderne? Tu vois, si tu devais définir. Je fais le travail, d'accord. Pour moi, comme ça, comme je l'entends, mystique moderne, ce serait
de retrouver en fait cette forme de spiritualité dans le monde dans lequel on vit, avec tout ce que ça engage, c'est-à-dire une science qui commence à être de plus en plus présente, à pouvoir aussi du coup avoir cet avantage d'expliquer plein de choses, c'est-à-dire les champs métamorphiques, la théorie des cordes. Ça c'est énorme la façon dont la physique quantique peut venir l'expliquer, mettre le doigt dessus. Ça serait aussi pouvoir apporter cette forme de spiritualité à un grand nombre de personnes, parce que je crois qu'il y a un éveil qui est quand même assez grand en ce moment. En tout cas, nous, notre génération, on a quand même grandi avec ça, où c'est beaucoup moins mal vu de dire qu'on va voir un psy, ou de dire que voilà, on se sent connecté à une force qui est plus grande. Ça serait aussi de pouvoir faire la paix avec toutes les formes de religion et de spiritualité qui peuvent exister, pour comprendre que c'est un chemin intérieur, plus qu'extérieur, cette spiritualité, ce côté mystique. Et ça serait aussi pouvoir la mettre au service des grands enjeux qui aujourd'hui constituent notre histoire en tant qu'être humain, que ce soit des enjeux écologiques. Je parle d'écologie de manière très vaste, mais voilà, des problèmes d'enfermement à travers aussi tout ce que peuvent être les réseaux sociaux, les écrans, et comment nous on arrive à se remettre dans quelque chose de très intérieur par rapport à ça, sans entrer dans une fuite en permanence. Ça serait... Enfin voilà, pour moi, mystique moderne, ça m'évoque ça. Ça m'évoque comment, dans ce monde actuel, on arrive à renouer avec notre spiritualité de manière consciente, de manière juste, de manière vraie aussi. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée, c'est à quel point on peut vite aussi partir dans la fuite, dans ces sphères-là. C'est comme un moment donné où on devient addict au sport. Personnellement, ça m'est jamais arrivé. Mais c'est dans ces moments-là où, en fait, ça devient un tel espoir. Ça devient un tel espoir de changement, de quête. On se dit, ça y est, tout est possible, c'est magique. Et comment on arrive à retrouver de l'alignement là-dedans et à se dire, ok, je le mets au service d'une spiritualité qui est juste pour moi. Et qui ne m'engage pas au pouvoir, qui ne m'engage pas à la fuite, qui ne m'engage pas, je sais pas quel adjectif mettre dessus, mais voilà, ce serait ça pour moi une mystique moderne. Est-ce que tu te sens comme une ovni dans ce monde ? Avant, oui. Avant, j'avais l'impression d'être incomprise totalement, de ne pas avoir ma place, de ne pas être écoutée, de ne pas être entendue sur les messages que je voulais transmettre, notamment à mes parents. Il y a un moment, en fait, je crois que je suis redescendue de mon piédestal, un peu. Dans le sens où, bien sûr, j'ai une différence qui m'anime et qui fait que je suis moi, tout simplement. Mais une ovni, je sais pas. Je pense que maintenant, je suis consciente que je suis une humaine avec des défauts, avec des blessures, avec une histoire, et que je vais essayer de faire du mieux que je peux tout au long de ma vie pour pouvoir transcender ça et apporter de l'aide à moi, aux autres et au monde si je le peux. Depuis que tu parles de la harpe tout à l'heure, j'ai vraiment cette image de l'arc-en-ciel en fait. C'est la première fois, bon déjà tu m'as fait tomber amoureuse de la harpe là tout de suite. Et ensuite, tu sais, l'arc-en-ciel, on dit que c'est le pont entre l'humain et le divin. Et du coup, j'ai vraiment ces deux images qui se sont télescopées entre ta harpe, la harpe et l'arc-en-ciel. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est ça aussi peut-être le sens de ce que tu viens faire ici, parce que tu es quand même... Est-ce que tu considères que tu es née avec ce don ? Ce don, quel don ? Ce don de musicienne, de compositrice, avec cet instrument-là bien précis. Je pense que je suis née avec beaucoup de sensibilité et beaucoup de créativité en termes vraiment artistiques, c'est-à-dire que l'image de l'arc-en-ciel me parle dans le sens où un arc-en-ciel, ce qui est assez magique, c'est qu'en fait, il y a le soleil, donc la lumière brute, qui arrive et qui se décompose. Et en fait, là, on voit que d'un même fond peuvent venir plusieurs formes. C'est-à-dire que d'une même couleur originelle, il y a tout un spectre lumineux qui se met en place. Et c'est pour ça qu'on dit que ça fait le pont. C'est-à-dire que nous, on est dans un monde multiformel, où en fait tout a une forme bien définie, chacun des êtres humains a un même fond, on va dire quelque chose qui l'anime, mais qu'on prend tous des visages différents, des caractères différents, des histoires différentes pour aller vers un même endroit finalement.
Et pour moi, cet arc-en-ciel, il vient remettre en perspective toute la palette qui nous conduit finalement au même endroit. Et pour moi, l'art, c'est pareil. Il a cette capacité de mettre en forme, de mettre en couleur, de mettre en lumière les choses. Et donc, en ce sens-là, oui, je pense que depuis que je suis toute petite, c'est quelque chose qui me parle. C'est un outil qui me parle énormément. Parce que justement, il fait le pont. Il fait le pont entre ce qu'on peut percevoir et comment on peut le communiquer au monde pour qu'il soit compréhensible. Comment on peut lui donner une forme pour que cette forme puisse trouver un réceptacle dans ce que sont les gens. C'est pour ça qu'il y a un des artistes, certaines fois, qui nous parlent plus que d'autres, parce qu'ils ont ce même langage de couleurs, ce même langage de forme, ce même langage de mots. Pour moi, ça, c'est depuis toute petite, effectivement, que ça me touche, que ça me parle, l'art. Et ce même endroit dont tu parles, c'est quoi? Ah, si seulement on pouvait le dire. Je pense que c'est le sentiment qu'on ressent quand on se sent relié au tout, quand on comprend que tout est juste en fait. C'est assez impressionnant quand on est dans ces instants de mysticisme ou de transcendance. C'est un sentiment réellement intérieur en fait qu'on n'a jamais été séparé d'où on vient. C'est-à-dire que parfois on a une forme de nostalgie qui nous fait dire mais en fait je suis complètement déconnectée, je suis plus à l'endroit où je dois être. Et en fait, quand on comprend qu'on n'a jamais été déconnecté de ça et qu'il est partout autour de nous, mais que là, on vit une expérience d'individualisation où on a besoin de vivre ça pour comprendre ce à quoi on appartient. Pour moi, c'est ça, en fait, l'histoire de la vie. En tout cas, c'est le sens que moi, je lui donne. Donc, cette chose qui nous est commune, c'est cet endroit d'où on vient. Et en fait, c'est comme un grand puzzle. C'est-à-dire, c'est comme si toi, Clémence, toi, Odile et moi, on était des petites pièces qui avons une saveur, une certaine forme, une certaine histoire, et que quand on nous mettait ensemble, tac, 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 là, on retrouvait en fait l'essence même du puzzle, l'essence même de la vie. Et c'est cette chose-là dont je parle, c'est qu'on a tous plein de couleurs, on parle de parfum d'âme, on parle des auras, il y a plein de mots aujourd'hui qui définissent ce petit truc qui fait ce qu'on est, notre identité. La première question qu'on a posée ici, qui tu es, toi ? Et en fait, toutes ces petites pièces de puzzle, elles ont un même réceptacle que pour moi j'appelle la vie, que j'appelle l'amour, que j'appelle le tout, que j'appelle l'infini. Il y a plein de mots aussi pour le définir. C'est le mot que je voulais entendre. Ouais, c'est l'amour. Ça. L'amour est pour moi la source de toute chose. Vraiment. En fait, l'amour, c'est ce qui relie. Même quand on dit j'aime les pâtes, c'est con, mais c'est quoi que t'aimes dans les... c'est que t'aimes de faire qu'un avec les pâtes à ce moment-là, en fait. C'est quelque chose qui te relie au reste. L'amour, oui. L'amour, et je pense que ça aussi dans mon histoire, ça a été comme ça que je me suis connectée à quelque chose de plus grand. C'était à travers l'amour aussi, l'amour sous toutes ses formes. Mais c'était en ressentant à quel point on pouvait se sentir proche de quelqu'un sans le connaître, à quel point les synchronicités nous faisaient rencontrer des êtres qui résonnaient au bon moment avec nous. Et c'est là aussi, on ressent que dans les relations, on n'est jamais séparés en fait. Jamais. Quand je t'écoute, je vois deux... Enfin, je vais le prendre autrement. Donc, tu as 21 ans. Quand on te rencontre, en tout cas quand moi je t'ai rencontré, on s'est rencontrés en Mongolie, dans un voyage initiatique, où on allait rencontrer des chamans. Et les premiers échanges que j'ai eus avec toi... je me suis dit, un peu comme ce que tu as fait tout à l'heure, Clément, je me suis dit, waouh, ok, qui est cette personne qui a l'air déjà si avancée dans le sens, dans la compréhension de certaines choses, dans l'ouverture, dans la curiosité, et puis dans la capacité à conscientiser, à expliquer, à mettre des mots. Donc il y a tout cet aspect théorique qu'on sent chez toi, où tu sais des choses, tu t'es formé, tu as appris, etc. Mais aussi comment tu les as transformées en toi. Et ça me fait me poser la question, parce que tu es jeune, et puis moi j'ai d'autres personnes aussi jeunes autour de moi, et je vois qu'il y a une conscience chez vous, je vais dire ça, je ne veux pas généraliser tous les jeunes, mais en tout cas, chez certains. Et je me dis, comment vous arrivez à communiquer avec des personnes qui ont justement 45 ans et plus de 45 ans, et qui n'ont pas forcément fait un travail sur eux, et qui n'ont pas forcément cette ouverture. C'est comment cette rencontre, comment toi tu la vis ? Il y a plusieurs choses à dire là-dedans. La première, c'est que
Je pense aussi qu'on vibre tellement quelque chose qui fait qu'on attire les gens à nous ou pas, qu'aujourd'hui, moi, dans les personnes que je rencontre, l'échange peut se faire parce qu'il est possible à ce moment-là. Après, comment je ressens le décalage parfois avec certaines personnes, qu'elles aient 40 ans, qu'elles aient 20 ans, ça effectivement, c'est très fréquent. C'est très fréquent. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs choses. Pour moi, il y a, si l'autre est réceptif et a une vraie demande à un échange là-dessus, moi, j'arrive pas avec l'idée que je sais tout. Et je pense que chaque être humain a quelque chose à nous apprendre, quand bien même il n'est pas connecté au fond de lui-même et quand bien même il n'a pas forcément eu de recul sur son histoire. Je pense que tout ce qu'il a pu développer vient faire écho à quelque chose en nous. Donc, dans ce cas-là, l'échange, il est toujours possible. Est-ce qu'il est toujours aussi intéressant, aussi captivant, aussi nourrissant ? Non, c'est pas toujours aussi fort. Mais il y a aussi le fait que parfois, on n'a pas les mots pour dire qu'on se sent connecté, qu'on ressent qu'il y a quelque chose de plus grand. Mais je pense qu'il y a un moment où, à partir du moment où on vit, qu'on est sur cette terre, qu'on respire, on a déjà accès à ce qu'est la transcendance, à ce qu'est l'instant présent, à ce qu'est l'amour. C'est simplement le fait de respirer. Et donc, en ce sens-là, même des personnes qui ne sauront pas dire ou qui n'y croient pas du tout, ou qui sont complètement hermétiques à tout ce qui peut pour eux être un dogme, une secte ou je n'en sais rien, même ces personnes-là, en fait, elles portent en eux cette vitalité qui nous fait toujours écho. Est-ce qu'en dehors de la harpe et de ces moments-là, est-ce que tu as vécu d'autres expériences que tu qualifierais d'expériences mystiques ? Oui. Oui, plein. Je pense déjà aux rêves, beaucoup aux rêves. En fait, c'est quelque chose, moi, qui est très présent depuis toujours. Je fais des rêves toutes les nuits qui sont plus ou moins forts. J'ai fait des rêves prémonitoires quand j'étais enfant, c'est-à-dire que mes arrière-grands-parents, avant qu'ils meurent, je faisais des rêves où ils m'expliquaient qu'ils allaient mourir, comment. Alors des fois, c'était un petit peu plus trash que d'autres, c'est-à-dire que parfois, ils m'emmenaient dans la tombe avec eux, donc là, ça me faisait un peu des réveils assez brutaux. Mais donc, cette voie des rêves, pour moi, elle m'a connectée très vite au mystique, en fait, parce que je me suis rendu compte que ce que je vivais dans mes rêves avait un lien extrêmement fort avec ce que je vivais dans la réalité, et surtout qui venait en anticipation. Et c'est là où l'inconscient est très fort, c'est qu'à mon avis, c'est capter des choses subtiles de manière presque intemporelle, finalement. Après, d'autres expériences mystiques, à travers l'amour, en fait, à travers des relations que moi j'ai eues. Notamment un homme que j'ai rencontré qui est de 30 ans, mon aîné, et en fait quand on s'est rencontrés, ça a été très mystique, c'est-à-dire qu'on peut parler du coup de foudre avec un langage plus banalisé, mais c'est des rencontres d'âme et c'est impressionnant ce qui se passe à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il suffit vraiment d'un regard pour comprendre qui est l'autre, pour comprendre ce qui vient faire écho en nous, et c'est d'une puissance... c'est magnifique. Donc ça, pour moi, c'est mystique. Et puis après, il y a eu effectivement le voyage en Mongolie, moi qui m'a fait... Parce qu'il y a deux plans, si tu veux, qui m'ont connecté au subtil. La première chose, c'était de ressentir dans mon corps, dans ma psyché ou dans ma propre expérience des choses qui bougeaient, un lien entre mon corps, mon esprit, mes autres champs, etc. Et puis il y a eu aussi toute la construction, on va dire, plus métaphysique, plus philosophique, puisque je suis allée faire des études de philosophie aussi pour ça. Et dans ma capacité à relier toutes les choses et à se dire elles ont toutes un point commun. Et en Mongolie, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai vécu dans mon corps, en fait, les choses, au point où c'était dur pour moi d'en douter, parce que ça s'est pas passé d'un point de vue mental. Et beaucoup de choses, moi, comme je les ai abordées, ça a été très théorique, en fait. Et ça a été ma façon de pouvoir aborder les choses pour qu'elles soient très claires et que je ne puisse pas en redouter à chaque fois. Et là, ce qui s'est passé en Mongolie, c'est que ça a été mystique dans mon corps, en fait. C'est que ce qui s'est passé, je ne l'ai pas compris et je ne l'ai toujours pas vraiment compris. Donc ce serait compliqué à l'expliquer. Mais je me suis retrouvée face à une chamane qui est venue ici pour raconter son histoire aussi. Et en fait, qui à ce moment-là avait invoqué son esprit avec lequel elle travaille. Et en fait, moi, ça m'a fait rentrer dans une forme de transe, de tremblement qui a duré quand même assez longtemps, avec des pensées qui n'étaient pas les miennes. Je sentais en fait que ce qui m'habitait à ce moment-là, c'était inconnu totalement, dans le sens où ce n'était pas moi. C'était pas ma façon de penser, j'avais complètement perdu de vue qui j'étais moi en tant qu'humaine. Et ce qui est marrant, c'est que ce qui m'a ramené à moi, ça a été une blague. C'est-à-dire que Clément, un des garçons qui était avec nous en Mongolie, il essayait de me dire plein de choses pour me faire redescendre de cet état un peu de transe où je sentais plus ce qui se passait, où je sentais des interactions très fortes avec le monde des esprits.
Et en fait, il m'a raconté une blague que j'avais faite. Et là, ça y est, je me suis rappelé qui j'étais et j'ai pu revenir dans mon corps. C'est ça qui était incroyable, en fait. Et c'est là où je dis à un moment, c'est trop bien d'être humain. Parce qu'il y a ce petit truc qui fait qu'on a envie de revenir dans notre corps. Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais c'est... Moi, c'est là où j'en suis dans ma réconciliation avec le fait d'être Angèle, mais c'est Angèle humaine, quoi. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que dans ce voyage, on a quand même énormément ri. Ouais. Alors qu'on vivait des choses très dures, hein, chacun. On traversait des choses très difficiles. Mais on formait un petit groupe de 4, comme si ce rire, en fait, c'était ce qui nous ramenait. Enfin, maintenant que tu le dis, je le conscientise, parce que j'ai vraiment des souvenirs de fou rire qui ne s'arrêtent pas et où chacun vient mettre sa graine pour faire durer le fou rire. Comme si ce rire, en fait, c'était aussi une expérience mystique de nous relier et de nous ancrer, enfin, dans cette terre qui était tellement puissante énergétiquement. Ouais, c'est ça, c'était assez brassant. C'est vrai que le rire, en fait, c'est quoi, d'un point de vue en tout cas neurologique, c'est quand on est en décalage avec la réalité et qu'il y a un truc que notre cerveau capte pas, et donc ça nous met en état de tension nerveuse. Et c'est incroyable parce que du coup, effectivement, ça a de l'ordre du mystique parce qu'en fait, on comprend qu'il y a plein de réalités qui coexistent au même instant et que quand on joue avec, bah, c'est juste grisant. Et ça nous met sur d'autres plans, sur d'autres dimensions. Je relisais ce week-end certains passages de Conversation avec Dieu, dans lequel tu l'as lu ? C'est mon livre préféré, Ah, c'est moi le aussi. livre que j'utilise pour faire mon spectacle, donc c'est totalement à propos. Et donc, je ne sais plus dans quel tome, puisque je relisais les 3, Dieu dit que à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, chaque relation humaine, et donc la vie, n'est qu'une merveilleuse opportunité d'exprimer qui nous sommes et la version la plus élevée de qui nous sommes et de qui nous choisissons d'être. Exactement. Est-ce que tu sais qui tu es et qui tu as choisi d'être aujourd'hui, Angèle ? Oh, ça c'est compliqué comme question. Je pense que j'ai une phase de ma vie où je m'affranchis encore beaucoup de mon histoire passée. C'est ce que je disais au début quand j'essaie de me définir, c'est que maintenant j'ai envie de savoir me recréer en fait et voir qu'est-ce que je garde de tous ces ingrédients qui ont formé mon histoire et comment je les mets en place. Donc la forme elle est encore pas claire pour moi, elle est encore assez trouble et du coup j'avance petit à petit là-dedans. Mais qui j'ai envie d'être et j'ai envie d'être un canal de reliance entre les mondes en fait. Entre les mondes c'est vaste, mais déjà avec la harpe, c'est pour moi une quête qui est immense à savoir pouvoir relier en fait l'avant-vie, l'après-vie. Donc je pense que ça serait une de mes quêtes qui moi me tient à cœur. Et à rétablir du sens et à rétablir de la responsabilité dans l'enjeu qu'est notre vie. Dans le développement identitaire aussi, j'adore cette idée que chacun a vraiment une couleur, mais incroyable vraiment, et que quand on choisit d'aller là-dedans, de la travailler, de lui donner une forme justement, mais c'est magique et que vraiment tout le monde a ce potentiel-là. On en revient à l'arc-en-ciel que tu es. On en revient à cet arc-en-ciel, oui. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, ma façon de le faire, c'est les mots. J'ai toujours adoré parler. C'est la musique, c'est l'art de manière générale. Et c'est toutes ces petites discussions qui se font dans des cafés ou qui se font dans un studio. C'est-à-dire que on n'a pas forcément besoin d'être dans une consultation de thérapie pour comprendre un enjeu majeur de notre histoire. Et c'est pour ça que je dis qu'on est tous thérapeutes à notre façon. C'est-à-dire que ces rencontres-là, justement, comme on est en train de la vivre là, elle vient faire des échos et elle vient nous emmener à aller puiser quelque chose d'autre en nous, une nouvelle ressource pour grandir. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la mort ? Quelle est ta vision de la mort ? Je suis très heureuse de pouvoir dire que je n'en ai plus peur et que je la trouve belle, vraiment belle. Et on me fait souvent l'écho que c'est bizarre de travailler avec des personnes qui sont en train de mourir et que j'y prenne du plaisir. Enfin, moi, le 31 au soir, quand je n'étais pas avec mes amis mais avec ma harpe, mais j'étais la plus heureuse, j'étais tellement bien. Donc la mort pour moi, déjà de la façon dont j'ai compris les grandes lois physiques de ce monde, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
rien ne meurt jamais en soi. Ce qui meurt laisse place à quelque chose de nouveau. Donc pour moi déjà la mort n'a plus la même définition. La mort n'est pas synonyme de néant, de vide, de rien, de souffrance. Pour moi la mort aujourd'hui, au pire des cas, c'est rien. Et ben pourquoi en avoir peur? Je veux dire, on sera plus là pour avoir peur de ça. Puis la peur, elle nous met vachement dans l'anticipation d'un danger. Alors que quand on est dans l'instant présent, on est juste bien. Donc la mort, pour moi, n'a plus... Je suis presque plus curieuse, en fait, de voir ce que c'est. Et je me dis qu'elle arrivera dans ma vie. Et maintenant, j'en suis même à me dire que si elle devait arriver demain dans mon histoire, ben, ça serait OK. Je le sens pas comme ça. J'ai l'impression que je vais encore vivre un petit moment. Mais j'en ai vraiment plus peur. J'ai accepté de pouvoir aussi lâcher ce corps. Ce dont j'avais tellement peur, c'est de ne pas pouvoir finir de transmettre un message avant de mourir. Et comme ce message est plus clair pour moi maintenant, j'ai plus peur qu'il disparaisse en fait, parce que de par ce que je suis, il est déjà en train de vivre. Et de par ce que j'ai comme discussion avec vous là, avec mes parents, avec les gens autour de moi, c'est bon, et en fait il est déjà là. Pourquoi est-ce que tu as choisi la rue avec ta harpe? Bah là, c'est ma mère qui m'a encouragée en fait à aller dans la rue. Elle m'a dit mais ça pourrait être génial de voir une harpe dans les rues d'Annecy. Et puis Annecy, c'est une ville qui s'y prête super bien. Et donc à l'époque, on n'est pas loin de l'arc-en-ciel, on n'est pas loin du lac, on n'est pas loin. Exactement, c'est un truc très féerique, bucolique. Ouais, c'est très féerique, très bucolique. Et donc j'ai commencé quand j'avais 16 ans. Donc au début juste des petites sessions l'été. Et ça a été extrêmement confrontant pour moi de choisir une place dans la rue, de m'y arrêter, de poser mon instrument qui est très précieux en plus pour moi, donc d'avoir la peur qu'il se fasse abîmer et de me dire là je prends la place que je veux prendre et quand bien même les gens n'attendent pas cette place-là, je vais pouvoir aller solliciter du lien en fait et créer du lien. Et en fait c'est vraiment une expérience en soi, hein. La musique dans la rue a été vecteur d'énormément de liens, de rencontres, de belles choses qui sont arrivées dans ma vie, et puis de savoir prendre ma place en fait, tout simplement, et de partager l'art et puis la harpe au plus grand nombre de personnes possible, parce que c'est comme si on offrait dans la rue une expérience, c'est pas seulement de la musique, et ça que j'adore. Voilà pourquoi j'ai continué après à faire dans la rue aussi. Comment tu veux finir ce moment ? Est-ce que tu aurais un message ou est-ce que le fait d'avoir mis tous ces mots, il s'est passé des choses pour toi ? Qu'est-ce que tu viens de vivre comme moment ? Je viens de vivre un moment de reliance parce que c'est vrai que de raconter son histoire, bon avec plein de trous parce qu'on n'a pas le temps de tout dire, mais de raconter son histoire, de voir le sens commun qui se tisse entre toutes les expériences de notre vie, finalement, vient nous ramener dans cette quête identitaire de qui je suis, qu'est-ce que je veux faire. Donc pour moi, ça a été un vrai moment d'introspection sur ce qui m'anime et ce qu'aujourd'hui je suis prête à faire. Et ça me donne tellement d'énergie pour me dire, là, je vais investir cette belle énergie dans des projets qui me tiennent vraiment à cœur et qui vont pouvoir servir à de l'expansion, à tout type de niveau et à vraiment juste de l'amour, de la simplicité aussi. C'est vrai que, en tout cas moi comme je l'ai vécu, il y avait parfois énormément de complexité à réfléchir, à comprendre le sens, etc. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le simple fait de respirer, le simple fait de sentir ce mouvement intrinsèque qui est en nous, qui ne s'arrête pas, c'est renouer avec ce souffle de vie vraiment qui peut nous animer, qui peut nous emmener à juste être conscient que c'est un cadeau magique d'être là et qu'il n'y a rien de plus simple finalement que de se dire là je fais ce que j'aime, je fais ce que je veux et je suis qui je suis et c'est trop bien. Et pourquoi me prendre la tête sur tellement de trucs alors que ça peut être simple la vie, ça peut être simple. C'est beaucoup de mouvements, c'est beaucoup de chahutements et il y a des moments qui sont pas faciles pour se remettre dans sa position, dans sa voie. Mais je crois que l'intention de vivre peut être très simple. Merci Angèle, parce que je sais que tu es quelqu'un d'assez secret et moi j'ai vécu un moment d'ouverture et de reliance à travers tes mots. Merci. Merci beaucoup Angèle. Merci à vous. Nous sommes Odile Bézia et Clémence Cousteau et vous venez d'écouter Mystique Moderne, le premier podcast spirituel qui rend visible à l'oreille ce qui est invisible pour l'œil.
Si ce que vous venez d'entendre vous a plu et si vous voulez aller plus loin avec Angèle, rendez-vous sur son site internet angelefrançois.com ou sur son compte Instagram angèle_François. Cet épisode a été enregistré au studio Saint-Onge. La musique a été composée par Benjamin Grossman. Le montage et le mixage ont été réalisés par Benjamin Grossman également. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez en entendre davantage, abonnez-vous et mettez-nous un maximum d'étoiles et de gentils commentaires. Et puis, partagez et parlez-en autour de vous. Le monde a besoin d'élargir son champ de vision autant que d'élever les consciences. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Enfin, si vous avez des questions ou des remarques à nous faire, écrivez-nous sur notre compte Instagram Mystique Moderne Podcast. On a hâte de vous lire et d'échanger avec vous. À dans 15 jours.